Pour Claude Stassart-Springer. Ma chère Claude, chers amis, ne pouvant être physiquement présente avec vous ce soir, je le serai en pensée et par la plume avec ces mots. La première fois que Claude Stassart-Springer m'a montré ses immenses toiles, à l'époque de mon arrivée à Vézelay dans les années 70, je suis resté sans voix. J'étais jeune alors, et ces grands tableaux, porteurs d'une violence érotique, ces corps enlacés dans le plaisir, écartelés par l'enfantement, hantés par la présence physique de la mort rôdant autour d'eux, provoquèrent ma stupeur. Je regardais Claude et je regardais ses toiles en me demandant comment une jeune femme, mère de famille, d'allure timide et plutôt réservée, pouvait-elle concevoir des œuvres d'une telle puissance? Je voyais là, pour la première fois, des personnages nus, écorchés, réduits à l'os, affairés à des tâches impérieuses, engagés dans une sarabande effrénée. Ils se cherchent et s'étreignent, se caressent et s'empoignent avec une véritable fureur qui n'est pas sans évoquer les danses de mort médiévales. Certains ont l'air de se relever d'une résurrection hagarde, d'autres bénéficient d'un élan de tendresse inquiète. Leurs cris de plaisir ou d'horreur sont muets. J'étais là devant un théâtre du paroxysme, une psychomachie dans laquelle se joue l'éternel combat du mort et du vif, à la noire lumière de bataille. Le mort saisit le vif, tente de lui voler sa vie, et le vif lui résiste et l'embrasse en une terrible valse. L'amour et la mort sont imbriqués l'un dans l'autre, indissociables, comme s'ils se livraient à un travail d'exorcisme. L'artiste, pour cela, a adopté le pastel sec, qui lui permet des tracés vigoureux et des tons approchant au plus près les impressions jetées sur la toile. Mauve, gris, rouge, brun, bleu, couleurs de chair et d'ossement, d'humeur et de cendre à venir. Une peinture ne se résume pas à son sujet. Elle est expérience et vision passée par les traits et les tons. Elle est imaginaire, prenant forme sur la toile. Ici, chair et os, muscles et tendons débattent entre eux et se livrent à un échange dont la sensualité se hausse jusqu'à la métaphysique. Les gestes sont tourmentés, fiévreux. Bras levés pour accrocher, retenir, caresser parfois, jambes écartées pour donner vie, corps s'étreignant pour atteindre l'extase. Une urgence les fait se mouvoir. La mort est ici présente dans tous les temps de la vie. Très vite, j'ai compris combien les toiles de Claude lui ressemblent par leur force et leur générosité. Son esprit de révolte m'a plu dès le début, m'offrant un compagnonnage essentiel au cours de la vie. Nous étions toutes deux lancées sur des trajectoires parallèles qui n'avaient aucune chance de se rejoindre, sinon à l'infini, l'infini de l'amitié et celui des démarches mises en route par des expériences, des intentions et des quêtes différentes, mais jamais contraires, jamais hostiles. De fait, sa liberté m'a donné du courage. Et du courage, il en fallait pour lancer sur la toile de telles visions de l'existence, de telles perceptions si intimes. Je me souviens à ce sujet d'avoir un jour accompagné Claude aux éditions des Femmes, dont elle avait entendu dire qu'elles avaient une galerie à Paris et qu'elle serait peut-être intéressée par son travail. Je n'oublierai jamais le regard épouvanté de ces deux petites dames, occupées à tricoter, de leur répulsion devant le catalogue que Claude leur montrait, et surtout de leurs mots, j'ouvre les guillemets, « Les femmes ont besoin de douceur, madame. Votre travail est beaucoup trop violent. Ah non, nous ne pouvons pas vous exposer. Notre public ne comprendrait pas. » Fermez les guillemets. Nous sommes sortis en riant, un peu jaune, il est vrai, de cette caricature de la femme véhiculée par celles qui étaient censées en être les porte-paroles. Avec Claude, j'ai compris qu'une œuvre d'art n'a pas à être aimable ou jolie, qu'une création est l'expression la plus profonde de l'intériorité, quels qu'en soient les risques. D'emblée, Claude a pris ce parti d'un engagement à être et à faire
sans concession et sans peur. On peut être saisi d'effroi, oui, on a ce droit. On peut aussi être fasciné et reconnaître que l'on a là, devant nos yeux, une vision terrible et pourtant juste de la condition humaine, de ses drames, de ses extases et de ses ironies, de ses tendresses aussi. Il est possible qu'à contempler longuement la mort, comme le fait l'artiste, on finisse par traverser le miroir de l'épouvante, par s'incorporer l'abîme qu'elle ouvre en nous, et par y trouver les sources d'une énergie inépuisable, et sans doute aussi d'une joie. Vézelay, le 1er décembre 2024, Édith de l'Aéronnière. À Renaud et à Claudie qui nous réunissent ici. Alors, Claudie m'a invité à parler de son travail. Je dois prévenir tout de suite que je n'ai aucune... je ne suis pas du tout historienne d'art, je n'ai pas du tout de compétences dans le domaine. Alors, pour répondre à la question qu'on te posait autrefois, d'où tu parles, alors je chéris ces toiles faites par Claudie depuis de longues années où je la connais. Et nous avons traversé la vie, je crois, à peu près, à quelques années près, dans le même moment. Et ça me permettra peut-être de rappeler des circonstances historiques et sociales qui, bien entendu, n'ont pas le but de réduire l'œuvre de Claudie Strassart à un contexte, puisque, bien entendu, il y a un imaginaire puissant et singulier, mais ça peut être utile de le rappeler. Voilà. Alors, la première impression que j'ai eue à chaque fois que j'ai vu les pastels de Claudie, et tous, pas seulement ceux-là, même les contemporains, c'est le vacillement du fait qu'il dégage deux impressions simultanées tout à fait opposées. D'une part, on a une impression un peu d'effroi, de violence, avec ces corps squelettiques noirs qui sont toujours présents, et puis en même temps, avec l'usage du matériau du pastel, il y a toujours quelque chose qui est velouté, qui est tendre, qui est comme une poudre, qui a quelque chose de la caresse ou même tout simplement de la tendresse. Et c'est assez perturbant d'être tiraillé entre ces deux impressions et d'avoir une forme de d'instabilité. Et c'est là où je voudrais parler de l'époque où Claudie a commencé à créer. Ses premiers dessins en fusain, elle les fait en 1967. Et l'année suivante, comme vous le comprendrez, c'est 1968. Et pour un certain nombre de personnes dont je fais partie, et pour toutes les femmes, je crois que c'est le début du XXe siècle. Du XXe siècle intime. Pas du tout parce que c'est l'année des événements mai 68, mais c'est parce que l'autorisation de la mise sur le marché de la pilule contraceptive date de 1968. Et pour les femmes, toutes les femmes sont dotées du jour au lendemain d'un corps de rêve, d'un corps qui a été rêvé depuis des siècles, des millénaires, par nous, pour nous, par toutes les femmes. Et donc c'est un changement absolument inimaginable. On ne peut pas se rendre compte à quel point un monde bascule et un nouveau arrive, ou plutôt un nouveau voudrait arriver. En tout cas, une chose est acquise, la maternité n'est plus un destin, elle est un choix, et la maternité aura une place importante dans l'œuvre de Claudie. Et c'est le moment où des espoirs pour les femmes se lèvent démesurés. Le monde va changer, on va être libre. Bien évidemment, ça ne dépend pas d'une pilule contraceptive, il faudrait que les mentalités changent radicalement. Et dans le domaine que je connais un peu plus que la peinture, la littérature, je vois que le temps que les livres s'écrivent, 20 ans après, le déferlement qui arrive dans la littérature sur les domaines de l'érotisme, de la sexualité, du corps, et je fais partie des gens qui ont écrit ces livres aussi, c'est un déferlement de douleur. Parce que, voilà, vous le savez, il aurait fallu que les mentalités changent. Et donc, dans ces deux impressions simultanées que j'ai, à la fois d'un élan de chair, de tendresse, de douceur, de caresse, et puis de ces squelettes noirs qui ne sont pas forcément toujours pour moi la mort radicale telle qu'elle arrive à la fin de la vie, mais qui sont les pulsions mortifères, c'est-à-dire tout ce qui va être là pour faire renoncer, pour abattre, pour casser, pour faire stop, je retrouve ce monde-là. Je retrouve l'élan qu'avaient les femmes à ce moment-là, et je retrouve la vague qui n'a pas été possible, qui est à combattre et qui sera à combattre et qui restera à combattre, mais qui n'a pas été possible comme d'abattre,
comme naïvement on pensait peut-être que ça nous arriverait. Une autre remarque que j'ai faite, ça aurait peut-être été la première, c'est que ces tableaux ont été faits pour la plupart il y a pratiquement 50 ans. Il faut se remettre dans cet état d'esprit 50 ans plus tôt, être capable de produire ça à cette époque. Et ce qu'il pouvait avoir comme qualificatif, c'est pas pour les dames, hein, ça manque de douceur, mais franchement le mot obscénité, il arrivait aussi. Parce que ce qui est obscène, c'est ce qui est hors du chemin tracé, hors des représentations qui sont autorisées. Donc, en ce sens, ces dessins sont obscènes. Et ils sont obscènes pas tellement parce que les tableaux sont peints par une femme, mais parce qu'ils ne peuvent être peints que par une femme, parce que seule une femme pouvait les peindre, ces tableaux sur la maternité. Donc, il y a une longueur d'avance sur ce qu'on pouvait accepter de voir. Et ils s'affranchissent des représentations organiques et psychiques et mentales traditionnelles de la maternité et de tout ce qui était alors socialement, intimement admis. Donc je pense qu'il y a... Bon, je ne sais pas quelle force il a fallu à Claudie pour soulever le poids, cette chape de plomb qu'il y avait sur les épaules, mais je trouve ça admirable, j'ai toujours trouvé ça admirable, donc je le redis. Alors, je vais essayer de parler un petit peu de l'art et de la maternité, puisqu'il y a 2 tableaux ici qui sont particulièrement intéressants sur le sujet. Alors, il faut dire bien entendu que les 2 inconnaissables de notre condition sont au cœur du travail de Claudie Stassart, c'est la mise au monde, l'arrivée au monde et la mort. Mais la naissance, ça se fait à 2, alors que la mort, ça se fait tout seul, c'est moins drôle. Donc, alors par là, on peut peut-être tenter d'en savoir, d'explorer un petit peu plus de cet inconnu de la maternité, de ce passage qu'on a tous eu. Et dans notre culture, la représentation de la maternité, jusqu'à aujourd'hui, me semble encore tout à fait dominée par la représentation virginale de la Vierge à l'enfant, c'est-à-dire cette maternité qui est absolument pas organique et puis qui est le summum féminin de l'accomplissement. Et je pense qu'il faut là aussi une force incroyable pour s'affranchir dans ces représentations de cette maternité qui est virginale, qui est imperméable à l'organique et qui n'a rien à voir avec le réel, tout simplement. Et il y a 2 tableaux de Claudie Stassart qui accomplissent ça. L'un a été peint il y a 43 ans, l'autre 53 ans. Celui qui a été peint il y a 43 ans, il n'est pas ici, mais vous le connaissez tous, vous l'avez vu sur les invitations et vous l'avez vu sur le petit catalogue, c'est la naissance de Garance. Il représente une femme en train de mettre au monde, c'est-à-dire qu'elle est complètement dépossédée du haut de son corps, la partie au-dessus de la taille, la partie noble, celle où il y a le cerveau, celle qui permet de penser, celle qui permet de parler, elle n'est pas là. Il y a des squelettes noirs qui s'affairent autour d'elle. On pourrait penser à des médecins, puisque maintenant on dit assez souvent que l'accouchement ne respecte pas forcément avec les obligations de délai imparti, de façon de faire prescrite, ce qui est le souhait réel des femmes. Donc on pourrait penser à des médecins. Et comme cette vision est probablement intolérable pour le masculin, il y a un homme qui est là, qui est présent, mais qui tourne le dos, qui ne veut pas le voir. Et il y a une vulve qui est ouverte de façon formidable, de la façon qui est nécessaire pour laisser passage à un enfant. Et il y a quand même une extrême douceur, qui est la douceur des tons doux et des tons bleutés, qui représentent l'enfant qui est dans ce cataclysme de passer de l'intérieur d'un ventre où la vie est belle, où on est au chaud, à devoir pour la première fois affronter la vie jusqu'à la fin de ses jours. Et donc cette représentation terrible d'écartèlement, je crois qu'elle dit beaucoup de choses, notamment sur le haut du corps qui n'appartient plus à la femme. Alors évidemment, l'accouchement, c'est un moment, je pense, d'abandon total et dépossession de soi et en même temps de puissance, puisqu'on accomplit quelque chose d'inégalable. Mais c'est un tableau qui est pour moi très riche et très, très effrayant. Et le deuxième tableau, qui est plus ancien, qui date de 1953, il est ici.
C'est également un tableau sur la maternité. Et là, il m'a fallu absolument la description que Bianchi, lui, a fait dans son catalogue pour être sûr que je voyais bien ce que je voyais. Parce que je n'osais pas le voir, donc je vais me permettre de la lire. Le corps d'une femme enceinte semble être entièrement retourné de l'intérieur vers l'extérieur. La protubérance de son ventre noir, rond et immense comme une planète, occupant le milieu de l'espace pictural. Autour du ventre se déploie le reste de son corps décharné, ses bras rejetés en arrière, ses seins jaunes comme des fruits mûrs prêts à être cueillis. Assise en face de cette femme inversée, se trouve une autre femme sous l'apparence de la mort. Je fais une digression littéraire. Je pense que la maternité continue absolument à être un tabou dans l'art. Il n'y a pas longtemps, on réfléchissait avec un groupe, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire dans l'écriture? L'écriture est plutôt le domaine que je connais par rapport à la peinture. Quel est le tabou qui existerait encore? On a parlé de tout, il n'y en a plus? Ben non, c'est faux, il y en a un. Ce serait par exemple qu'une femme écrive qu'elle regretterait d'avoir des enfants, qu'elle regretterait d'avoir mis au monde, qu'elle regretterait ça. Je ne parle pas du tout de ces livres où les mères détestent les filles ou inversement, où les enfants détestent les parents. Ça a été écrit des dizaines et des centaines de fois. Mais le regret profond d'être passé par la maternité comme quelque chose qui aurait été une erreur totale, ça, il y a encore aucun livre là-dessus. Il y a des études sociologiques où les femmes disent ça, mais la littérature n'a jamais porté ça. Et sur l'accouchement, j'ai lu 2 livres cette année, mais cette année, ça fait quand même 53 ans depuis que ces tableaux ont été faits. Où d'une part, l'un décrit un accouchement très violent, où la femme, à cause des médecins, n'est pas laissée libre de vivre l'accouchement tel qu'elle voudrait le vivre, au rythme et de la façon dont elle le souhaiterait. Et un autre qui s'appelle Le premier lieu, où l'accouchement est traité sur une année entière. C'est-à-dire d'abord jusqu'au retour de règles, quelques mois après le phénomène de l'accouchement, puisque ça semble faire partie de l'accouchement, et jusqu'à l'année qui suit, l'année anniversaire, où la jeune femme aura des pertes de sang, aura des douleurs, aura quelque chose qui rappellera le phénomène anniversaire. Donc on est toujours dans un tabou actuel et vivant, mais on a quand même passé 50 ans depuis. Donc le travail de lire et de voir les choses en avance, il est bel et bien là. Et surtout, je reviens à ce tableau, je pense que c'est un tableau qui nous met devant une figure angoissante de l'altérité, une figure de l'autre absolument paniquante. Alors bien entendu, pour les hommes, d'ailleurs, l'homme tourne le dos, ça peut être une altérité profonde. Toutes les femmes n'ont pas accouché non plus. Celles qui ont accouché ont peut-être rapidement recouvert ça du souvenir d'une maternité finalement douce. Mais je crois que c'est aussi pour nous tous et toutes, puisqu'on a tous été ça, enfin, cet être, on est tous, à un moment donné, on est passé par là et on n'en a aucun souvenir, donc on est devenu un autre par rapport à ça. Donc je vois peu de tableaux qui montrent à ce point-là une altérité aussi angoissante. Et pour moi, qu'une œuvre d'art angoisse, ça veut dire que c'est top. Que c'est une très belle œuvre d'art. Sur les corps, on a souvent dit que c'était des écorchés, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ça, parce que, enfin en tout cas, ils n'ont rien à voir avec la représentation classique des écorchés. Les écorchés du XVIIIe, tels que peints dans les planches de Gauthier d'Agoty, les planches anatomiques sont absolument superbes et ils sont habillés de leur beauté. Ils n'ont aucune souffrance. L'homme est toujours dans une position majestueuse, celle d'un empereur romain ou d'un roi. Enfin, la façon dont on peint Louis XIV ou un empereur romain. Bon, le fait qu'ils aient perdu leur pénis, qui n'est pas un muscle, comme chacun sait, ne les déstabilise pas du tout. Ils sont toujours dans une position de pouvoir. Et quant aux femmes, il y a une femme absolument merveilleuse qu'on appelle l'ange anatomique. Toute la peau de son dos a été donc décollée pour voir ses muscles et la peau a été rabattue de chaque côté comme des ailes et elle devient une icône comme l'ange anatomique. Sauf que l'ange anatomique, c'est comme d'habitude,
on la renvoie au ciel, dans les régions célestes, on la renvoie dans la région sans sexualité, on la renvoie dans la région de la virginité. C'est encore une femme qui va être escamotée dans sa réalité de femme. Bon, c'était au XVIIIe, ils étaient habitués à ça. Mais les écorchés ici ne commettent pas, bon, je ne peux pas dire cette erreur-là, c'est des vrais, quoi, c'est des réels, quoi. Ils sont près de la réalité. Et ce qui m'intéresse aussi dans les tableaux de Claudis Tassart, c'est qu'il y a vraiment une mise à nu. Alors, les tableaux, d'abord, les personnages sont rendus un peu transparents, on voit leur chair, on voit leur squelette, un petit peu comme s'ils avaient été passés au rayon X, comme si on voyait en même temps la structure et l'apparence. Et je me dis que c'est peut-être le rôle de l'art, ça, de montrer à la fois la structure et l'apparence. Et puis quand est-ce qu'on est nu? Quand est-ce que ça nous arrive? C'est très rare, hein. On est nu quand on perd le pouvoir de prendre la pause. Alors on est nu quand on est saoul, quand on est passionnément amoureux, ou quand on est débordé par un excès, quelque chose de plus fort que soi, organique. Et je pense que l'accouchement, que je n'ai pas vécu, donc j'ai un peu du mal malgré tout à en parler, là on est vraiment débordé par de l'organique et on ne prend pas la pause. Et donc les tableaux de Claudis Tassart, ils montrent ça, ils montrent ce réel, quoi, cette mise à nu. Il n'y a plus le masque, hop, il est parti loin. Et ce que je voudrais aussi dire sur les corps, c'est les choix de couleurs. Les hommes sont dans des tons de bleu, les femmes sont dans des tons de rouge, qui pour moi évoquent la chaleur et l'amour. Et j'y vois ce qu'on constate tous les jours, c'est que les hommes et les femmes abordent le monde, chacun, mais par un versant différent. Les versants sont éclairés de deux façons. Il y a le versant éclairé et puis le versant à l'ombre. Après, je voudrais parler un peu du triptyque, de ce tourbillon face à la mort, parce que je voulais dire que dans la peinture ancienne, il y avait une hiérarchie, et ce qui était le mieux, c'était la peinture d'histoire, c'est-à-dire les sujets avec des combats, avec des batailles. Eh bien, je placerai ce tableau dans la catégorie premium, tableau d'histoire, puisqu'il représente le combat le plus universel et partagé par tous, quoique impartageable, le combat contre la mort. Et c'est impressionnant la façon dont les tableaux de Claudis Tassart font une matérialisation mentale de ce qu'est notre destin, la façon dont on est entraîné dans la vie sans avoir de maîtrise sur elle, quelles que soient les illusions qu'on puisse se faire à ce sujet. Et c'est aussi quelque chose qui me touche énormément dans cette œuvre. Ce triptyque, il fait penser à un jugement dernier, Claudie l'a dit plusieurs fois, les corps agglutinés se heurtent, se touchent, mais je n'y vois pas seulement des références religieuses, je vois aussi des références mythologiques. Pour moi, le tourbillon suggère le chaos. La définition du chaos, c'est le milieu sans orientation possible, où l'on chute dans tous les sens. Et je vois surtout le chaos tel qu'on le voit chez les Grecs. Au moment de la création du monde, existe un gouffre sans fond et une chute sans fin. Chez les Grecs, la terre apparaît ensuite, offrant une assise stable qui s'oppose radicalement au chaos. Et il me semble qu'on pourrait être encore dans une image de la naissance, là aussi, qu'il y ait ce chaos avant et que l'assise stable, ce soit la tendresse maternelle qui est évidente, qui émane des tableaux et qui émane par le choix du pastel, par le couleur, par les tons subtils, par le velouté, par le grain, par le travail du pastel, le travail de l'artiste. Plus tard, c'est dommage qu'il ne puisse pas être exposé ici, mais peut-être que la galerie y pensera dans un certain temps. Pour le printemps, ça serait pas mal. Et on voyait un décor des scènes violemment sexuelles et érotiques absolument magnifiques, avec des couples dans des cabanes, enfin, voilà, des représentations de couples qui font l'amour. Et là, c'est plus les bleus et les rouges, c'est plus comme des équipes de football opposées. Ils sont tous dans des couleurs chères, des couleurs dorées, des couleurs ocre. Et là, on se dit que ça y est, là, les squelettes sont partis en coulisses, qu'ils ont relâché leur emprise. Et là, c'est un type de bonheur qui émane de ces tableaux. Et pour terminer, je voudrais dire aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est que les femmes sont toujours puissantes et je pense à ce tableau. Alors,
Si je regarde ce tableau et le suivant, je vois bien qu'on cherche à les décapiter, à leur arracher la tête. C'est ce que j'ai dit un petit peu de ce qu'on a vécu des années 68, où on partait avec des élans, avec des désirs, avec l'idée que le monde serait peut-être une cour de récréation joyeuse, ludique, où les sexes allaient se battre à égalité dans le bonheur. Ben non, 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 ça n'a pas du tout tourné comme ça. Mais il y a cette volonté de décapiter, de réduire les femmes. Mais il me semble que même aux prises avec la mort et avec la cruauté, avec l'agression, il y a toujours une splendeur. Et que cette splendeur du corps féminin, elle émane de la lumière qui est posée sur lui, de cette coloration et de la vibration que peut donner le pastel. Et là, j'ai envie de dire quelque chose qui est un petit peu osé, mais je vais le dire quand même, parce que je le pense. J'ai envie de dire que quand je vois ces tableaux, je pense que comme tous les dictateurs, la mort n'a que le pouvoir quand les corps ont la sensibilité, la couleur, la caresse, et que c'est ça la splendeur tragique de ce combat. La mort n'a que le pouvoir, et nous, notre part, c'est la sensibilité. Et pour conclure, je voulais employer le mot précurseur et mon dictionnaire orthographique, mon correcteur orthographique ne voulait pas me le mettre au féminin. Je suis allée vérifier dans le dictionnaire. Non, 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 interdit. C'est précurseur, adjectif ou substantif, c'est au masculin, il n'y a pas de féminin. Donc je me suis rabattue sur le mot pionnière et je trouve que ce mot pionnière convient très bien à Claude Stassart-Springer. J'espère que... Essayez de penser que c'était il y a 50 ans quand même, c'est pas rien, le monde était totalement autre, d'une façon énorme. Et je trouve que ces tableaux nous mettent face à une humilité, à une puissance de l'incarnation, et que posséder un peu plus de vérité, qui est le cadeau qu'ils nous font, est une force. Donc je remercie l'artiste. Merci. Je demandais à mes doctorants de situer leurs paroles avant de commencer de parler. Donc, voilà. Vous me demandez pourquoi je viens là. En fait, je ne sais pas bien. Enfin, si, j'ai une idée quand même. Mais, en fait, je suis juste là par amitié. Et par affection pour Claudie. Voilà. Je crois que c'est... Après, je peux partir. Hein. J'ai dit l'essentiel. C'est à peu près ça. En fait, on s'est rencontrés dans les années 70, fin des années 70, début 80. Nous, on habitait à Avallon, elle habitait à Vézelay, on se croisait, évidemment, c'est pas si loin que ça. Claudie avait 30 ans, moi j'en avais 20, elle peignait, moi j'écrivais, donc voilà, l'histoire pourrait s'arrêter là finalement. Mais à l'époque, on avait vécu des événements analogues, et la question du deuil, celui des enfants en bas âge, ça forme une espèce de scandale qui crée un puits mutique autour de vous. Les gens disparaissent. Mais ça crée aussi des connivences silencieuses. Et puis, au bout de 40 ans, ben voilà, on est dans une galerie et c'est pas si mal que ça, finalement. Un jour, Claude m'avait dit, son mari, il faut que je mette des notes de bas de page pour tout le monde quand même, m'a dit tout à trac, tiens, ben vous deux, vous avez des trucs à vous raconter, mais venez donc bouffer la maison. Voilà. Pas moi, oui. Oui. Le mari de Claudie donc, me dit, vous avez des trucs à vous raconter. Alors du coup, on est allé manger à Vézelay. C'est pas plus compliqué que ça, finalement. Et ce soir-là, on n'a rien dit de particulier. En fait, on a cassé la croûte, on a bu un petit peu, quoi, à peine. Et puis, en fait, moi, surtout, j'ai regardé des œuvres accrochées au mur, posées à même le sol. Celle de Pierre Bettencourt qui prenait toute la lumière à côté des autres, parce qu'elles étaient volumineuses et importantes. Et puis le travail de Claudie. Lui, je le trouvais silencieux et évident tout à la fois. Il y avait une sorte d'évidence. C'était tranquille et beau. Un peu comme si il y avait eu un renversement vital et absolu qui se jouait enfin dans le dessin, le renversement de tous les regards attendus. Cette œuvre donnait à voir ce que les gens ne savaient pas exprimer, ne pouvaient pas exprimer, ne voulaient pas exprimer. Tout l'impensé, le perclus, le refoulé, la montagne de peur et de fantasmes qui étouffe les esprits au quotidien. Et dans l'univers de la peinture, mais tu l'as dit admirablement bien, il n'y avait qu'une femme pour renverser tout ce fatras. Les dessins de Claudie, c'était une bouffée d'air pur.
la maternité et la mort déployées au sein du même corps féminin, un renversement vital doué d'une incroyable pulsion de vie, un délice d'intelligence corporelle, une sensualité gestuelle d'une finesse inouïe. Ses dessins explosaient de vitalité, charnelle et amoureuse, parfaitement scandaleuse, parce qu'elle était juste et simple. Et en fait, c'est ça que j'ai ressenti, essentiellement. Et cela se faisait sous le souffle soyeux des pastels, à la finesse du trait et au velouté de la matière, ces couleurs aériennes, respirées comme de la poudre extrêmement fine à éternuer, et pourtant si profondément ancrées dans la chair. On n'a rien dit de particulier ce soir-là, mais quelque temps après, Claudie m'a demandé de faire un texte sur son travail. Alors, grandiloquent, Claudie Stassard-Springer ou l'étrange sagesse de l'amour amoureuse, c'est classe. Hein. C'était le premier texte que j'écrivais sur la peinture, pour que donc il fallait être sérieux. Bon, depuis, j'ai un petit peu fait sauter la sagesse au pied de biche et j'ai glissé le souffle vital dans les interstices. Ça m'a permis d'être plus tranquille. Et je me délecte de cet exercice qui consiste à dire l'indicible, à écrire ce qui se tait, parce que la peinture ne dit pas. Ce n'est pas sa vocation. Elle n'est pas assignée à l'ordre patriarcal de la langue. La parole n'est pas sa maîtresse. À l'heure actuelle, elle est juste assignée au marché. Mais le marché n'aime pas trop qu'on renverse tout son fatras. Claudie, elle s'en moque. Elle est tranquille, son travail s'impose, tout simplement, et il s'imposera avec le temps par sa justesse et parce qu'elle ne triche pas. Il est en vie, tout simplement. Le reste, comme disait l'autre, le reste c'est de la littérature. Alors, justement, je voulais vous en toucher deux mots et je vais sortir du champ des dessins de Claudie pour aborder des questions que peu connaissent ou que d'autres connaissent parfaitement et m'intéresser un peu à ce qui a été fait après, c'est-à-dire les éditions de la Goulette, et puis aussi quelque chose qui est, je trouve, tout à fait intéressant, la question de l'écriture. Il y a évidemment, je vais retenir quelques temps, je vais avoir des trous, tout ça pourri dans l'histoire, mais c'est pas grave, on retissera derrière ce qui manque. Il y a évidemment au départ le plaisir du texte, la rencontre avec Jean-Marie Queneau, bien sûr, cet autre peintre, grand lecteur également. Bon, évidemment, il était un petit peu marqué par son père, c'était difficile de faire autrement, cet immense lecteur à son tour. Tous les ingrédients sont là pour créer les éditions de la Goulotte, l'amour de la poésie, les deux artistes pour faire tourner la presse à bras. Parce que mine de rien, c'est du boulot, et c'est du boulot quotidien qui est assez lourd. Reste le petit coup de pouce opportun qui vient infléchir la trajectoire du quotidien et qui invite à se lancer dans l'aventure. Alors en parlant avec Claudie, en 1994, une amie éditrice, Christine Risset, l'impatiente, certains disent la bien nommée, demande à Claudie des linogravures pour illustrer les textes qu'elle compose en typographie. Et cette précision est d'importance, et je sais qu'il y en a qui s'intéressent à cette question, donc j'insiste. D'une part, c'est de cette expérience de gravure et d'illustratrice que vont naître tout à la fois la volonté de livre, en quelque sorte, et la création d'une écriture spécifique. Et que d'autre part, parce que Claudie va justement s'émanciper à nouveau, j'allais dire, de la forme frappée de la typographie, pour retrouver le geste de la main et le ductus singulier de l'écriture permis par la gouge dans cette matière souple et lisse à la fois qu'est le lino. Et elle va le faire à travers la création d'un alphabet qui va devenir la marque de fabrique des éditions de la Goulotte. Un alphabet d'expérience que l'on voit évoluer au fil des ouvrages, qui s'inspire parfois de trouvailles médiévales, un alphabet qui va dicter sa ligne de conduite à la maison d'édition et en définir l'identité. Si vous y réfléchissez un peu, ça n'est pas rien. Qu'une maison d'édition soit reconnue par la nature de son écriture, c'est rarissime, tout simplement. Bien sûr, il y a le catalogue. Alors, je pensais vous en parler et tout, mais je ne vais pas vous asséner ça parce que ça serait trop long, mais on peut en reparler après, bien sûr. Il y a le catalogue, il y a les illustrateurs, mais il y en a au moins deux essentiels, Jean-Marie et Claudie. Et puis il y a les auteurs, une palanquée d'auteurs, tous plus intéressants les uns que les autres. Bien sûr, il y a cet équilibre chaque fois établi entre le texte et l'image, et on vous fera voir des exemples que vous pourrez manipuler avec précaution, parce que le papier est fragile aussi. Il y a donc ce travail qui est fait sur
sur les ouvrages, et parfois avec des prouesses tout à fait remarquables, lorsque, par exemple, la forme du livre s'allonge à l'italienne parce que la phrase l'exige, et que le geste de la main pour la création et l'adéquation du rapport entre le texte et l'image l'exige, et ben, le livre va trouver sa forme adéquate dans ce cas-là. Mais cela se fait autour d'une colonne vertébrale, toujours, qui guide, structure, construit les ouvrages, et cette colonne vertébrale, ben, c'est cette écriture, justement. L'écriture telle qu'en elle-même, linogravée, on la sent à la lecture, le plaisir de la gouge qui a détouré la forme de la matière charnue du lino pour donner naissance à cette lettre gravée, à cette écriture dont on se souvient, qui ne subit pas l'effacement ordinaire qu'impose la lecture lorsque le lecteur est tendu vers la signification du texte. Un petit point d'explication rapide comme ça. Ce dont je vous parle, ce sont tous les travaux qui portent sur la phénoménologie, les sciences cognitives et la réception qu'on a de la lecture. Quand on lit un texte, on oublie la matière du texte pour aller à la signification. Et c'est en fait une des fonctions fondamentales de la typo, de l'écriture, que paradoxalement, de disparaître aux yeux du lecteur pour aller permettre la signification pour le lecteur. Et bien, ce qui est étonnant dans cette écriture, justement, c'est qu'elle renverse cette règle, qui est une règle fondamentale de la typo, évidemment, mais de l'écriture en général. L'écriture de Claudie habite le texte de sa présence corporelle. Elle ne s'efface pas. Elle intègre le corps du livre. Et cette écriture est habitée par les mêmes thématiques et les mêmes énergies que celles qu'on évoquait tout à l'heure à propos des dessins dont tu as parlé. Elle me semble être dans le prolongement même des exigences qui sont dessinées avec tout ce que vous avez autour de vous et dans les yeux. Claudie a dessiné une police de caractère complète avec toutes les liaisons, 26 x 26, si mes souvenirs sont bons. 660. Alors, là, je vous les ferai voir après, parce que sinon je vais foutre le bazar. Donc je vais vous les faire voir après pour que vous puissiez les goûter. En fait, ces 667 variantes qui sont prêtes à être numérisées, et je souhaite un jour, en tout cas j'espère que ça arrivera, ce sera une autre étape qui finira par advenir, c'est à souhaiter, car cette écriture participe tellement de son œuvre, de l'œuvre de Claudie évidemment, mais aussi du geste qui a été donné par les éditions de la Goulotte. Je pense que c'est le cœur même, le moteur même de ce projet. Alors bon, je pensais vous dire un mot sur les éditions, mais le plus simple c'est que vous alliez à Vézelay. Je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Vous allez à Vézelay à la librairie, vous aurez tout sous les yeux, il y en a quelques-uns ici, donc profitez-en. Ça sera plus simple, sinon je vais vous donner une kyrielle de noms. Bon, ça n'a pas une importance grande pour ce soir, et puis en fait, vous allez m'entendre suffisamment comme ça, donc c'est pas plus mal qu'on raccourcisse. À défaut, je vais vous en exposer la richesse. Donc je vous invite à aller voir tout ce qu'il y a à Vézelay, en insistant peut-être sur un dernier point. J'invoquais à l'instant le moment où les illustrations pour l'impatiente, donc la demande de Christine Brisset de faire des illustrations pour ses livres typographiés auprès de Claudie, et que cette demande aurait incité à la création, aurait été un moment important pour la création des éditions de la Goulotte. Ça n'aurait pas existé. Ça n'aurait pas existé. Donc ça, c'est un point important. Alors, avant de revenir sur ces objets puis de vous les faire voir, je pense qu'il y avait, alors je ne sais pas, mais tu me contrediras s'il y a une nécessité, il y avait chez Claudie un désir de livre qui est bien antérieur, et je formule cette hypothèse, je vous la soumets, et j'ai là un petit objet que j'aime beaucoup, parce qu'il est d'une intelligence rare, d'une intelligence sensible, c'est-à-dire d'une intelligence qui ne passe pas par la raison, mais qui passe par le corps et les sensations, c'est-à-dire les percepts, et donc en fait qui est une intelligence, qui a fait partie de l'intelligence, évidemment. Et ce petit objet, j'aime beaucoup, résume à mon avis toutes les questions que nous avons évoquées et donc que je n'ai pas eu le temps de traiter. Donc le voici. Je vous le fais voir pour quelques raisons.
Alors, la première, regardez. Il appartient au monde, évidemment, au monde de la peinture. C'est un carton à dessin, avec ces petites attaches en tissu. D'accord? C'est évident, un carton à dessin. Il évoque le carton à dessin. Alors, il est tout petit. Donc, c'est pas un gros carton à dessin qu'on a l'habitude de prendre. Mais c'est tout petit. Il relève effectivement de l'univers de la peinture. Alors il triche un peu aussi parce que ce papier convoque aussi le papier de la reliure. Donc il y a un petit clin d'œil du côté du livre. Mais en fait, c'est pas tout à fait un carton à dessin. Si je l'ouvre, il y a effectivement un dessin, puis il y a un texte en face. Et à partir de ce moment-là, en fait, cet objet entre dans l'univers du livre. Il vient de sortir de l'univers de la peinture pour entrer dans l'univers du livre. Et je vous dirai un peu comment, d'un point de vue anthropologique, ça convoque, c'est assez étonnant. Et en fait, la thématique qui est convoquée, ça c'est la thématique que vous avez autour de vous. C'est un texte sur la mort d'un enfant, oui, que j'avais produit et que Claudie a repris. Et le dessin à la mine de plomb qui est en face fait écho à ce texte. Et l'un et l'autre se renvoient mutuellement l'un à l'autre. Voilà, on est passé d'un univers, évidemment, de la peinture et du dessin, puisque c'est le travail de Claudie, à quelque chose d'autre. Et je vous rappellerai juste ça, en fait, symboliquement rassemblées, ces deux pages font livre, et elles enferment l'écriture dans les cadres rigoureux de la typographie. Le texte que vous voyez en face, il a été effectivement typographié. Donc, il appartient à un ordre, je dis bien un ordre, le mot est important, l'ordre du livre. Et l'écriture a été arraisonnée par l'ordre du livre pendant toute une période. Et donc c'est important, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est fait assez lentement. Et il y a de très beaux exemples, notamment irlandais, je ne veux pas développer ça. Pourtant, il y a des choses belles à voir. Et donc, il y a une relation tout à fait étonnante entre ces deux moments, ces deux pages, qui enferment l'écriture dans les cadres rigoureux de la typographie. Or, Claudie va se libérer de cet ordre industriel en dessinant sa propre écriture. Une écriture du corps qui associe précisément le geste et la parole. Clin d'œil évident à notre ami Leroi-Gourhan qui était à côté à Arcis-sur-Cure, où effectivement, c'est pas rien, mais c'est effectivement ça que je voulais vous évoquer en finale. Leroi-Gourhan explique d'une manière très claire que nous avons en fait en tant qu'anthropiens, nous sommes des animaux assez particuliers, qui sommes scindés, fondamentalement scindés. On a toute une zone ici qui tourne autour de la tête où tous les organes de la parole sont là. La parole, ma possibilité de parole, les oreilles, les yeux, tout est là. Et puis, Leroi-Gourhan explique d'une manière très claire, mais extrêmement pertinente et importante pour nous, on a ça. On a les mains, d'où le geste et la parole. Et l'hypothèse que je formule derrière celle de Leroi-Gourhan, moi qui reste un maître encore inégalé de ce point de vue-là, parce qu'il y a des plus grands anthropologues depuis bien longtemps, je pense qu'on peut formuler une hypothèse derrière, qui est que l'écriture précisément, et c'est pour ça que je reviens à l'écriture de Claudie, l'écriture précisément est la seule modalité expressive des humains qui associe toutes les dimensions qui sont contenues dans la sphère du visage, de la parole et dans la sphère des mains. C'est-à-dire et le geste et la parole, et la dimension graphique et celle de la parole. Or, c'est dans l'écriture que cette unité de l'être humain s'élabore. Vous l'avez autour de vous. En tout cas, merci. Alors, une chose que je ne vous ai pas dit, et dans l'évolution en fait, de ce qui s'est passé après ce que je vous ai raconté autour de la demande de Christine Brisset pour faire des illustrations, puis ensuite, en fait, entre le moment où les éditions de la Goulotte sont nées, réellement, il y a ce que Claudie appelle les incunables. Alors, ces incunables, c'est effectivement des petits textes qui sont les débuts. En fait, c'est super intéressant à regarder les uns derrière les autres parce qu'on voit l'évolution à la fois du trait, du dessin, du travail de la... Et alors là, la gouge, après, virevolte vers la fin du visage.
éblouissante. Et on sent qu'au début, il y a... En fait, c'est super beau à voir, parce qu'on sent l'écriture qui trouve son souffle, en fait, hein, tout simplement. Et après, bah, elle s'exprime et elle peut effectivement être numérisée et standardisée. Alors c'est rigolo, parce que je prends celui-là, parce que c'est un texte que j'avais donné à Claudie, et il va y avoir un retour du coup, parce que ce texte est un fragment d'un texte plus important, qui va être au début, vous voyez, mis en typo, entre guillemets, mais avec une illustration autour, et curieusement non, ça fait partie de l'histoire, ce texte sera édité plus tard, par l'impatiente elle-même. En fait, la version complète sortira chez l'impatiente en fait en texte typographique. Alors, je dois dire que ma préférence va un petit peu pour celui-là, quand même, parce que la typo a moins de, là, dans ce cas-là, a moins de charme dans le travail qui a été réalisé. Voilà. Mais ça, c'est rigolo, parce qu'en fait, ça marque au début de la naissance de la maison d'édition, des échanges qui se sont créés comme ça, et puis après, quelque chose qui a trouvé son unité, qui est parti avec des textes dont certains de toi, notamment, et d'autres. Et donc, voilà. Si vous voulez jeter un œil, je crois qu'il y en a 2-3 là. Et puis voilà, quoi. Si vous avez des questions à poser à Claudie, n'hésitez pas. Poser une question. Bien sûr. Peut-être pour Claudie. Et comment vous est venue l'idée de dessiner l'écriture dans les éditions de la Goulotte? En fait, c'est complètement un petit peu par... Enfin, oui, j'ai peut-être dit là-dessus. En fait, quand j'ai fait ces petits livres, là, les 5-6 petits, enfin, ils sont peut-être pas tous là, mais des petits livres. Vous voyez, les petits formats. Voilà. Et puis, on a des... après, il y a eu... Jean-Marie m'a donné un poème, donc j'ai fait... Il était un peu surpris de voir. Ça, c'est drôle, mais j'aime bien. Il a été surpris de voir son texte voilà. Comme ça, quoi. Quelle est la date Ça, c'est 94. C'est ça, hein, je crois. Oui, 94. Et après, on a décidé de faire passer à la vitesse supérieure. Oui, 94. Donc, on a demandé, Jean-Marie connaissait Paul Dureau, et donc elle a demandé un texte à Paul Dureau. Et Paul Dureau a envoyé un texte avec des vers. Puis moi, j'ai continué un peu avec mon petit format, donc j'ai mis tous les vers, les tabous. Alors Jean-Marie m'a dit, Paul Dureau est très très gentil, mais quand même là, il faut quand même respecter ses vers, quoi. Donc dans la linographie, les vers, ça faisait du coup format à italienne et puis format... Donc du coup, ça a entraîné de mettre les lettres les unes dans les autres pour raccourcir. Voilà. Et c'est des pratiques médiévales, hein. des abréviations. Bah oui. Et en fait, regarde, sur celui-là, c'est intéressant parce qu'en fait, les 94 aussi, c'est le texte de Pierre Bettencourt. Alors, on voit déjà en fait l'écriture qui est en train de se placer. Elle est encore assez, j'allais dire, assez classique. Oui, quoi, c'est une lettre après une autre. Hein, après, elle va prendre une. Mais il y a déjà en fait des éléments comme ici, là, on voit apparaître des éléments qui sont déjà des inclusions, des logotypages en fait au sein de la lettre, et on sent. Je suis en train de mettre, mais c'est super beau à voir en fait l'évolution de ce travail, parce que ça s'est fait en chemin. Pérec disait, je fais mon chemin en marchant, et voilà. C'est vraiment ça, quoi. Enfin, moi j'aime bien aussi ça pour ça, parce qu'en fait on voit le train en train. Ouais, c'est vivant. En fait, on voit quelque chose qui est en train. Il y a une erreur, paf, on la récupère, voilà. Vraiment, comme faisaient les scribes. Oui, ça, dans les manuscrits médiévaux, on voit beaucoup, oui, ils ne s'arrêtent pas. S'il y a une petite faute, ils trouvent une solution pour la... C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez une planche et que vous avez fait en xylographie votre planche et que vous avez fait une coquille au milieu, c'est chaud, quoi. Donc en fait, il faut trouver un truc. Et vous n'allez pas refaire tout le travail. Et en fait, vous avez une possibilité de faire, soit de faire, comment ça s'appelle, je cherche le mot, d'ôter une partie et de remettre une partie de bois debout dedans, ou en fait de tricher.
Mais tricher, c'est vachement mieux. C'est plus souple, c'est plus rapide, c'est efficace. Et dans certains cas, c'est joyeux en plus. Ça veut dire, Puis en fait, on voit apparaître aussi en fonction des temps, mais ça, il faut travailler sur des manuscrits particuliers. Il y a autre chose à propos de ça, c'est que Claudie m'avait dit quand elle a fait celui-là, c'est l'emprunt des couleurs. Ah oui, il y avait une exposition à Dijon des manuscrits de Cîteaux, et il y avait des planches de lettres avec toutes ces couleurs étaient prises dans les manuscrits de Cîteaux, avant Saint-Bernard. C'est classe quand même. Saint-Bernard est arrivé et il a une seule couleur. Ouais, il était un petit peu plus. Puis après il est mort et puis après ils ont refait la couleur. Et enfin, si vous avez l'occasion de voir les manuscrits de Cîteaux, allez voir, c'est étonnant la fraîcheur. Ah oui, ils sont magnifiques. La puissance des couleurs, c'est waouh. Les manuscrits du 12e devant lesquels on reste ébahis parce qu'on a une couleur qui est présente là. Enfin, l'artiste est là, quoi. Ça vibre, c'est impressionnant, quoi. Et puis dans cette exposition, il y avait à la mi-exposition, ils avaient tourné des pages, donc on voyait. Donc j'étais revenue voir la deuxième exposition pour voir d'autres en mur. Déjà, on est toujours un peu devant un manuscrit, on est toujours un peu frustrant, parce qu'on voudrait le feuilleter. Moi, j'avais triché à l'époque. J'étais étudiant. J'étais allé à Dijon à la bibliothèque et en fait, une époque, pas à Béni parce que ça pose problème, en fait, surtout avec mes collègues. Dans certains cas, ça pose problème. Mais on m'avait sorti le manuscrit de Cîteaux ce matin. Ce qu'on ne peut plus faire maintenant, enfin, c'est totalement interdit. Enfin, c'est clair. À juste titre, sur un monument historique, enfin, voilà. Les bibliothécaires râlent. Et en fait, j'ai passé ma journée devant. Et il y a une présence mais absolument inouïe, c'est vrai. Enfin, c'est émouvant qu'en fait, c'est des gens qui nous parlent de quelques siècles et on est en contact direct, c'est une relation qui est privilégiée en fait. C'est ça la puissance de l'écriture aussi. C'est pour ça que c'est pas étonnant qu'elle soit présente en fait. C'est un média qui permet d'être après la mort, de s'adresser aux dieux, de s'adresser aux autres, de passer les montagnes. C'est un truc assez étonnant. Enfin, moi, je dis ça.